Et bonjour à tous, bienvenue dans le grand dossier, soyez les bienvenus. À la une cet après-midi, cette question, Iran, Liban, Ukraine, Trump a-t-il perdu le contrôle? La tension est toujours très forte entre Israël et le Hezbollah au Liban. Tsahal appelle à l'évacuation de Nabatiev, fief du Hezbollah. On vous racontera la conversation très houleuse entre Trump et Netanyahou hier soir. L'enquête sur le F-15 américain abattu en Iran, selon NBC News, c'est un missile chinois qui aurait abattu cet appareil. Alors que la Chine a promis à Trump de ne pas fournir d'armes à l'Iran, se fait-il berner le président américain? On se posera la question. Et puis le conflit en Russie que Trump voulait régler rapidement, eh bien il s'enlise. L'Ukraine a subi l'une des pires attaques russes la nuit dernière. Plus de 650 missiles, plus de 70 drones et au moins 21 morts. Nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux mobilisés sur le terrain, au Liban, en Israël, aux États-Unis, en Ukraine. Iran, Liban, Ukraine, Trump a-t-il perdu le contrôle? C'est le thème de votre grand dossier. Et on va d'abord partir à Washington, retrouver Sonia Dridi. Sonia, Trump semble enlisé sur tous les fronts. Oui, Donald Trump qui a lancé hier, comme pour reprendre le contrôle du récit, que les négociations continuaient avec la République islamique d'Iran à une vitesse rapide. Il a déclaré ensuite hier soir à un journaliste d'ABC qu'il pensait pouvoir avoir un accord avec l'Iran pour étendre le cessez-le-feu et rouvrir le détroit d'Ormuz d'ici environ une semaine. Il a assuré que pour l'instant, il n'avait pas donné son feu vert à un accord cadre parce qu'il souhaitait quelques modifications. Il a aussi reconnu en parlant avec ce journaliste qu'hier il y avait eu un petit incident, je cite, parce que les Iraniens souhaitaient que Israël cesse son offensive au Liban. Et puis on a ensuite appris hier soir via le média Axios que l'appel téléphonique avec Benjamin Netanyahou avait été extrêmement tendu. Donald Trump qui lui a lancé qu'il était fou et ingrat, que tout le monde le détestait, que tout le monde détestait Israël en ce moment en raison de la situation. Merci beaucoup Sonia Dridi, vous restez avec nous, on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette émission. Bonjour Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour. Merci d'être avec nous, maîtresse de conférence à l'Université de Tours, spécialiste défense et sécurité. Xavier de Giacomoni est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Céline. Éditorialiste international LCI, le colonel Per de Jong. Bonjour. Consultant défense et géopolitique LCI. Et en visio avec nous, Édouard Kukierman. Merci de participer à nos discussions. Vous êtes ancien porte-parole de l'armée israélienne. On va tout de suite partir au Liban. À Tyr, les frappes israéliennes hier ont fait 4 morts et 127 blessés. Un hôpital a été très gravement endommagé par les frappes. On retrouve Thomas Misraki sur place avec Morgan Pope. Cette frappe, elle a eu lieu juste ici, que 3 immeubles autour de l'hôpital ont été partiellement ou totalement détruits avec la puissance de ces missiles. 3 ou 4, nous dit-on. Ici, il y a au moins 2 morts, 23 blessés à l'intérieur de l'hôpital. La dévastation est totale. Les salles d'opération, les chambres, les couloirs, les bureaux ont été en grande partie détruits. Alors les patients et le personnel médical qui se trouvaient à l'intérieur de cet hôpital ont été déplacés vers un autre hôpital ici à Tyr. Mais cet hôpital, il n'est pas neutre parce que c'est le plus important de toute la région de Tyr. Il se trouve à quelques minutes seulement du centre-ville de Tyr et donc clairement c'est cet hôpital qui était visé par les Israéliens. Vous voyez devant et sur les images de Morgan Pope, eh bien le parking de cet hôpital qui a été entièrement détruit. Un feu s'est déclaré après les frappes. Les pompiers sont intervenus. Les services de secours depuis quelques temps sont visés directement par les frappes israéliennes. Sachez que depuis le début de cette guerre et depuis le début du mois de mars, ce sont 125 secouristes qui ont été tués. Mais les infrastructures hospitalières ne sont pas épargnées, comme vous le voyez sur les images de Morgan Pope. Plusieurs hôpitaux ont été directement ou indirectement visés. En tout cas, des frappes ont eu lieu à proximité. Vous savez que viser un hôpital en temps de guerre est un crime de guerre, évidemment. Alors là, encore une fois, je le précise, c'est important. Ce n'est pas l'hôpital lui-même qui a été visé. Ce sont les alentours. Mais vous voyez, les dégâts, ils sont considérables. Il faut dire que les frappes ici ne cessent pas, malgré les déclarations politiques et diplomatiques des uns et des autres, que ce soit aux États-Unis ou en Israël. Eh bien, les combats se poursuivent. Et vous voyez la violence de ces combats ici à Tyr. Ce matin, nous étions dans cette région ces derniers jours. On a pu assister avec Morgan Pope à la violence et à l'intensification des frappes israéliennes sur le sud du Liban. Malgré tout ce que les politiques à Washington ou en Israël peuvent dire ici, je peux vous assurer que les combats se poursuivent et qu'ils sont extrêmement violents.
Et regardez ces images extrêmement marquantes qui ont été filmées par nos envoyés spéciaux, toujours à Tyr, au milieu des décombres, ce petit miracle, cet enfant qui est né il y a quelques heures. Écoutez le témoignage de sa grand-mère. C'est un garçon. Il s'appelle comment? Il s'appelle Faris. C'est incroyable. Vous êtes triste ou vous êtes joyeuse? Comment? Non, je suis trop contente. Je suis contente pour les bébés. Votre fille va bien? Elle est bien. Vous auriez pu imaginer un accouchement dans ces conditions? Oui. On doit. Parce qu'elle doit coucher aujourd'hui. Où on veut aller? À Saïda, à Beyrouth. C'est la même chose, la route. C'est la même chose. On a venu ici et puis l'avion en haut. Voilà le bébé. Tiens le bébé. Voilà, ce bébé né au milieu des bombes, mais Elisabeth, on n'oublie pas non plus, il y a 39 membres de l'hôpital qui ont été blessés par ces frappes. Ces frappes, Israël dit, on vise le Hezbollah, mais des civils sont aussi victimes de ces frappes. Effectivement, ce qui est triste dans ces guerres, c'est qu'on sait très bien que le Hezbollah, comme beaucoup d'autres groupes, utilise la population et prend un peu la population en otage. Et donc, à partir du moment où il y a des frappes, ils sont pris, c'est les premières victimes, et c'est très problématique. Aujourd'hui, effectivement, et Thomas le disait, on entend de Washington, ils vont s'arrêter, on entend beaucoup de bruit. Clairement, ça ne s'arrête pas ni du côté israélien, ni du côté du Hezbollah, et effectivement, avec beaucoup de dégâts. Et on se pose quand même la question de qui va pouvoir trouver une solution à cette guerre. Je dirais juste qu'il y a quand même en même temps des discussions avec les Israéliens et les Libanais, le gouvernement libanais et pas le Hezbollah, aux États-Unis. Et il y a quand même un peu d'espoir, mais de moins en moins, j'ai l'impression, quand on regarde ce qui se passe au Liban et au nord d'Israël. Édouard Kuckerman, que répondez-vous sur ces civils qui sont victimes aussi de ces affrontements? On a entendu Thomas qui nous parlait de 125 secouristes victimes. Oui, c'est triste que la population civile soit touchée, mais malheureusement, le Hezbollah tire et opère contre Israël au sein de la population civile. Israël a beau prévenir que quand l'armée israélienne attaque, il va y avoir une demande que certaines villes donnent un message pour que la population civile parte, mais le Hezbollah continue son opération. C'est pas l'objectif de l'armée israélienne. On vise le Hezbollah. Malheureusement, l'armée libanaise n'est pas en mesure d'agir contre le Hezbollah. On a vu d'ailleurs que même dans les deux conflits qui ont eu lieu à partir du 7 octobre, le 8 octobre, le Hezbollah a attaqué Israël, alors que Israël n'a pas du tout ciblé le Liban. Une fois que Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran, malgré l'accord de cessez-le-feu, le Hezbollah a à nouveau attaqué Israël. C'est-à-dire qu'ils opèrent comme un régiment du régime des mollahs iraniens et se fichent complètement de la population libanaise qui souffre en premier de leur action. Donc, ils se fichent des Libanais. Ils sont là pour agir au nom de ce régime des mollahs iraniens. Et malheureusement, quand un accord est signé, personne ne prend compte que le Hezbollah continue à attaquer Israël avec des drones principalement. Il cible à la fois la population civile israélienne et l'armée israélienne. Colonel, l'armée israélienne appelle à l'évacuation de la ville de Nabatieh. Aujourd'hui, Nabatieh, c'est l'un des fiefs du Hezbollah? Oui, c'est le Sud. En fait, les Israéliens sont dans une offensive généralisée pour remonter le plus loin possible, pour se créer une espèce de zone tampon au sud du Litanie. Ils vont peut-être même franchir le Litanie pour aller sur Beyrouth Sud. Donc c'est très compliqué. Le problème, ce qui est dramatique dans ce conflit, c'est que d'abord, les images que vous avez montrées à l'instant, elles démontrent que bis repetita, les Israéliens réutilisent la même technique qu'ils ont utilisée à Gaza, de destruction systématique des bâtiments dans lesquels ils ont identifié soit de la logistique, soit des militaires, des gens du Hezbollah, etc. Donc en fait, ils vont systématiquement détruire les endroits où
où il se passe quelque chose. Donc ça, c'est un peu dramatique parce que c'est vrai qu'à Gaza, c'est efficace puisqu'on peut considérer que le Hamas aujourd'hui, il est amoindri, même s'il il est encore vivant, bien évidemment, mais il est amoindri. Et ils vont essayer de faire la même chose. Donc encore une fois, et c'est la seule chose qui est efficace. Le deuxième point, c'est les élections du mois de septembre. Elles démarrent assez mal pour Netanyahou, donc il a pas tellement le choix. Il lui faut des résultats. Il peut pas arrêter, d'où les tensions énormes qu'il y a avec Trump, qui lui dit faut arrêter, mais Netanyahou peut pas. S'il échoue les élections, je dis pas qu'il va en prison, mais en tout cas il aura des soucis. En tout cas, ça se passera mal, quoi. Alors, vous parlez de Trump, effectivement, il accuse Netanyahou de saper ses efforts pour la paix. On va voir ça avec vous, Xavier. Le média Axios rapporte une conversation extrêmement houleuse qui a eu lieu entre le président américain et Benjamin Netanyahou hier soir. Bon, visiblement, le président américain était très, très en colère. Oui, on ne sait même pas comment commenter exactement. Est-ce qu'on parle d'altercation téléphonique ? Est-ce qu'on parle de franche engueulade ? Et même là, le mot paraît presque un peu faible, Céline. En tout cas, cette discussion téléphonique qui a tourné à l'engueulade, on va le dire comme ça, montre clairement le clivage qu'il y a entre les positions des deux pays, le décalage total sur ce dossier irano-libanais. La violence des propos rapportés par Axios illustre en tout cas le désarroi de Donald Trump, je trouve, et la solitude de Benjamin Netanyahou. Regardez ce que lui a dit Donald Trump. « Tu es complètement fou. Tu serais en prison sans moi. Je te sauve la mise. » Il parle de quoi ? Il parle d'une commission d'enquête sur le 7 octobre. Il parle du procès en corruption qui se déroule toujours et dans lequel, évidemment, Benjamin Netanyahou a bien du mal à témoigner puisqu'il dirige cette guerre. Et donc, effectivement, d'un certain côté, Trump lui sauve la mise, comme il le dit. Mais un peu plus tard, le président des États-Unis met directement en cause la politique du Premier ministre israélien. Tout le monde te déteste. Maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça. Ça, c'est quoi ? C'est la guerre au Liban. Il faut savoir que la guerre au Liban a fait plus ou moins 3500 victimes. Combien de victimes en Iran ? Eh bien, à peu près le même chiffre. C'est-à-dire que sur un pays de 6 millions d'habitants, comme sur un pays de 90 millions d'habitants, on a le même nombre de victimes. Ramené au nombre d'habitants, évidemment, c'est énorme. Alors, Trump touche aussi une corde extrêmement sensible, Céline, puisqu'effectivement, le soutien à Israël est en chute libre partout dans le monde, et notamment, et là c'est particulièrement grave, aux États-Unis. Par exemple, une enquête du Pew Research Center indique que 60% des Américains ont une opinion défavorable d'Israël. Autrefois, c'était exactement l'inverse. D'où la dernière citation de Trump. Attention, bouchez-vous les oreilles. « Putain, qu'est-ce que tu fous ?» Ça, c'est vraiment l'altercation qu'on peut avoir entre deux alliés quand on a l'impression qu'il y en a un qui déraille totalement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque protagoniste a publié un message sur les réseaux sociaux après cette conversation, et en fait, ils n'ont pas du tout tiré les mêmes conclusions de cet échange. Exactement. Trump est persuadé, comme il l'avait déjà fait une première fois d'ailleurs, il y a à peu près un mois, qu'il a réfréné les ardeurs de son partenaire. Et Trump dit d'ailleurs, il a fait faire demi-tour à ses troupes, comme si les troupes étaient en train de marcher vers Beyrouth, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment. Et il ajoute « Merci Bibi ». Bibi, c'est le surnom affectueux de Benjamin Netanyahou. Mais le Premier ministre israélien campe sur ses positions. Si le Hezbollah frappe à nouveau le nord d'Israël, Israël frappera Beyrouth, puisque l'enjeu, c'est ça, sont les frappes à Beyrouth. Pour le moment, dans ce cessez-le-feu, il y a eu une frappe ciblée, mais le Premier ministre israélien comptait bien raser à nouveau la banlieue sud de la capitale. En toile de fond, il y a bien sûr l'Iran. Trump cherche désespérément une porte de sortie, alors que Netanyahou, lui, entend désespérément reprendre le conflit pour assurer son autorité. Le colonel le disait tout à l'heure, il y aura vraisemblablement des élections en septembre-octobre prochain. Netanyahou a besoin de se refaire une santé pour sa propre légende face à l'Iran, et surtout parce qu'il va affronter des élections qui vont être extrêmement serrées. Pour le moment, les sondages indiquent qu'il aurait plutôt perdu. Merci beaucoup Xavier. On va retrouver Sonia Dridi à Washington. Sonia, on se rappelle, il y a quelques jours, Donald Trump disait « c'est un chic type, Netanyahou ». Qu'est-ce qui, aujourd'hui, le rend si furieux ? Alors, la semaine dernière, il disait que c'était un chic type après avoir dit aux journalistes que Netanyahou ferait
tout ce que Donald Trump lui dit de faire. Et on avait eu aussi une conversation rapportée par des médias américains et notamment par Axios, dans laquelle on avait la description d'un appel également très tendu entre Donald Trump et le Premier ministre israélien. Et d'ailleurs, un responsable américain avait dit à Axios, pour décrire un peu la conversation, qu'après Netanyahou avait les cheveux en feu, donc pour dire qu'il avait les cheveux qui se dressaient sur la tête. Donc on a déjà eu ces dernières semaines plusieurs fois des retours de conversations tendues, parce que dès le début, les objectifs des Israéliens et des Américains divergeaient à plusieurs niveaux, et Donald Trump d'ailleurs l'avait déjà reconnu il y a quelques semaines. Il entretient une bonne relation avec le Premier ministre israélien, mais que ce soit pendant la guerre de Gaza ou pendant cette guerre avec l'Iran, il lui a plusieurs fois dit ces 4 vérités. C'est vrai qu'hier, le ton semblait beaucoup plus dur que d'habitude, et selon un responsable américain qui s'est également confié à Axios, Donald Trump serait particulièrement frustré des méthodes utilisées par les Israéliens, c'est-à-dire de viser, frapper tout un bâtiment pour cibler 1 ou 2 personnes du Hezbollah. Merci beaucoup Sonia. Elisabeth, est-ce qu'il y a une forme d'impuissance chez Trump qui n'arrive pas à tordre le bras de Netanyahou? Alors je pense qu'aujourd'hui Trump a une certaine frustration. Alors Netanyahou, effectivement, comme disait le colonel, a des facteurs internes qui sont très importants. Il y a aussi eu dans la nuit, la première dans une étape, vers une dissolution, avec des votes plutôt pour. Sur 120, il y avait 106. Donc, énorme en fait. Ce qui est énorme, il n'y avait pas de vote contre. C'est tout petit. Donc ce qui va placer probablement des élections, si on compte bien, vers le 15 septembre, si ça continue. De toute façon, il y a des élections avant le 27 octobre. Donc il a des facteurs internes importants avec, on va dire, l'extrême droite et les Haredim très mécontentes sur une loi sur la conscription qui les obligera de se battre, les Haredim. Donc il a des facteurs internes qui sont importants, y compris les promesses faites à la population du Nord de être en sécurité alors qu'ils ne le sont pas avec les frappes du Hezbollah. Donc pour Benjamin Netanyahou, c'est quand même, on va dire, existentiel, à la fois politiquement existentiel, et c'est une véritable menace existentielle pour Israël. Alors Donald Trump doit être assez frustré. Il est toujours frustré, je remarque, avec des gens qui lui disent non. Moi, je me souviens quand la Cour suprême a dit « vous pouvez pas décider sur des tarifs douaniers », il les a traités de tous les noms d'oiseaux, y compris à l'écrit. Donc, il faut se méfier toujours des engueulades avec Trump. C'est souvent quand il est lui-même un peu affaibli. On le voit avec l'Iran. Il n'arrive pas à les forcer à faire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, Netanyahou est peut-être aussi face à un Trump qui ne tient pas ses promesses, notamment avec l'Iran, vis-à-vis de ses alliés, Israël et les pays du Golfe. Et donc, Netanyahou peut-être fait ce qu'il pense nécessaire, à la fois pour son survie politique, comme disait Xavier, mais aussi pour son pays, tout simplement. À la fois, entre ses alliés, c'est le grand écart, parce que d'un côté, il a promis la guerre à Bibi Netanyahou, et il a promis la paix aux pays du Golfe, pour schématiser un peu. Les pays du Golfe ne veulent absolument pas que cette guerre reprenne. On va écouter le ministre de la Défense israélien qui affirme avoir obtenu l'aval des États-Unis pour frapper la banlieue sud de Beyrouth. Les États-Unis ont validé ce principe qui marque un changement par rapport à la situation antérieure et l'ont communiqué au gouvernement libanais et à toutes les parties concernées. Si le calme n'est pas de mise dans les villes israéliennes face à Beyrouth, il ne le sera pas non plus là-bas. Édouard Kukierman, vous écoutez, vous suivez nos débats, vous souhaitiez réagir? Oui, en fait, il ne faut pas oublier qu'Israël a quitté le Liban en 2000 et que les attaques qu'on a vues le 7 octobre, c'est à peu près ce qu'a préparé le Hezbollah sur la frontière nord, alors qu'il n'y a pas de colons israéliens sur le territoire libanais depuis l'année 2000. Donc là, il y a une menace pour la population du nord d'Israël qui ne souhaite qu'une chose, c'est de vivre en paix. Et cette menace, elle est insupportable. On a vu le Hezbollah intervenir le lendemain du 7 octobre. On les a vus à nouveau intervenir lors du conflit avec l'Iran. Et donc, on est obligé aujourd'hui de mettre en application l'accord qui a été passé il y a plusieurs années, la résolution 1515, mais également la résolution récente de cessez-le-feu qui avait signé le gouvernement libanais, qui indique très clairement qu'il n'y aura pas de forces du Hezbollah au sud du Litani. Or, non seulement il y a des forces du Hezbollah au sud du Litani, mais il est hors de question pour le Hezbollah aujourd'hui de rendre ses armes à l'armée libanaise. Et l'armée libanaise est impuissante, elle n'est pas aidée par aucun gouvernement occidental pour essayer de faire face à cette organisation terroriste. Et malheureusement, tant qu'Israël est attaqué, Israël est obligé de faire le travail. Et c'est pas vraiment lié à Netanyahou ou quel que soit le Premier ministre qui sera en place,
que ce soit Netanyahou ou Bennett ou Eisenkot, il est clair que il est impossible pour le gouvernement israélien de ne rien faire face à cette menace de Hezbollah qui pèse sur la population civile israélienne. Le Premier ministre israélien, lui, se dit persuadé que le régime iranien finira par tomber. Ce sont ses mots aujourd'hui. Il s'est exprimé lors de la prestation de serment du nouveau chef du Mossad. On va partir en Israël pour retrouver Dror Even-Sapir. Merci d'être avec nous. On voit Trump qui essaie d'avoir un accord avec les Iraniens et Benjamin Netanyahou qui, lui, martèle son message. Il veut un effondrement du régime iranien. Alors, non seulement il le veut, mais il y croit, puisqu'effectivement, dans cette cérémonie de passation de pouvoir à la tête du Mossad, aujourd'hui, Benjamin Netanyahou se montre optimiste. Les fondements du régime des Mollahs vont s'écrouler. C'est ce qu'il a dit. D'ailleurs, la plupart des spécialistes, y compris en Israël ici, ne sont pas véritablement de cet avis. Mais pour Benjamin Netanyahou, il s'agit probablement de dissiper la mauvaise impression laissée par la révélation du contenu de sa conversation téléphonique avec Donald Trump et de dissiper également l'impression très mitigée laissée par les résultats de la guerre en Iran qui sont, vous le savez, en demi-teinte. On est en période électorale ou préélectorale en Israël avec des élections prévues pour l'automne prochain et cela compte bien évidemment pour Benjamin Netanyahou qui va tenter de reconquérir la confiance des électeurs. Quoi qu'il en soit, ce coup de froid dans les relations avec Donald Trump, c'est pas une bonne nouvelle pour Benjamin Netanyahou alors que la coopération entre les deux hommes était très étroite au cours de ces dernières années, y compris et surtout sur le dossier iranien. Puis c'est pas une bonne nouvelle non plus si l'affaiblissement des relations américano-israéliennes se confirme pour l'ensemble des Israéliens, qu'ils soient du côté de Benjamin Netanyahou ou du côté de l'opposition. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. Colonel, un mot. Il y a un gap aussi entre les objectifs d'Israël vis-à-vis de l'Iran et les objectifs de Trump. C'est sûr que depuis le début de la guerre, on sait qu'il y a un calendrier totalement différent à Jérusalem. C'est pas du tout le même, le même angle. On voit bien que les Israéliens n'ont pas du tout la même logique. Le problème, ce qui est dramatique dans ce qu'on voit depuis quelques jours et depuis aujourd'hui particulièrement, c'est cette perte de crédibilité de Trump qui perd. C'est incroyable. On voit bien que les Iraniens, ils se moquent de lui ouvertement en disant il n'est pas crédible, on va arrêter de discuter, alors que le président américain dit on discute, de quoi on parle de quoi. Et puis Netanyahou n'est pas loin de se moquer de lui également, parce qu'en même temps, en refusant d'exécuter les injonctions, les admonestations de Trump sur le fait qu'il faut arrêter les combats, en tout cas les ralentir, etc., il le fait pas. Ce qui veut dire que il dit je fais ce que je veux, c'est ma logique à moi. Vous savez, ce qui est dramatique dans ce conflit, c'est qu'il y a deux conflits. Il y a le conflit autour du Golfe Persique, Hormuz, du Golfe Persique, l'Iran, puis vous avez un conflit qui est pour le moment libanais avec les Israéliens. Le problème, c'est que les Iraniens, de façon extrêmement à droite, si vous voulez, ont essayé de mixer ces deux logiques. Et le fait d'associer la guerre israélienne au sud Liban dans un règlement plus global est extrêmement pénalisante. Et ça bloque totalement le dispositif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois pas très bien comment on va trouver une solution, en tout cas de court ou moyen terme. C'est vrai qu'on se demandait hier comment Trump pouvait sortir par le haut, et en se demandant s'il n'avait pas que des mauvaises solutions d'ailleurs, Xavier. Visiblement, il n'en a pas de bonne, au moins pour le moment. Mais c'est de pire en pire avec cette position par rapport à Israël, parce que cette engueulade, altercation entre lui-même et Benjamin Netanyahou, la première à laquelle on avait assisté, on était encore dans des rapports un peu virils entre deux mâles alpha qui se connaissent bien, qui s'estiment pas forcément d'ailleurs, mais qui se connaissent bien, qui connaissent les enjeux de l'un et de l'autre. Mais là, on est arrivé à un point de rupture, parce que le Hezbollah pourrait largement profiter de la situation. C'est très très simple. Il lui suffirait d'envoyer encore des salves de roquettes sur Kiryat Shmona, sur Naharia, de provoquer les Israéliens pour les obliger à réagir, frapper la banlieue sud de Beyrouth, ce qui est la ligne rouge donnée par la Maison-Blanche. Et là, on verrait que les deux alliés sont totalement déconnectés, qu'ils ne sont plus du tout main dans la main. Et évidemment, les Iraniens vont profiter de ce moment de dissension entre les deux pays, entre les deux hommes, sachant que les Israéliens, sans les fournitures d'armes des Américains, seraient fort démunis s'il fallait à nouveau aller bombarder l'Iran ou d'autres menaces.
Allez, on poursuit nos discussions dans un instant et je salue le général Jean-Jacques Borrell qui est en train de nous rejoindre, général de l'armée de l'air. Bonjour et merci de nous rejoindre. Dans un instant, on va parler de l'enquête sur le F-15 américain abattu en Iran. Selon NBC News, c'est un missile chinois qui aurait abattu l'appareil alors que la Chine a promis à Trump de ne pas fournir d'armes à l'Iran. Et puis, le conflit en Russie que Trump voulait régler rapidement, il s'enlise. L'Ukraine a subi l'une des pires attaques russes la nuit dernière. Plus de 650 missiles, plus de 70 drones, au moins 21 morts. À tout de suite. Et merci de nous rejoindre dans le grand dossier Iran, Liban, Ukraine. Trump a-t-il perdu le contrôle ? On en parle dans un instant, mais tout de suite, ce sont les titres de l'actualité de cette fin d'après-midi. Dans le Gers, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Liana, la collégienne de 11 ans, portée disparue depuis vendredi. Près de 200 militaires sont désormais mobilisés, des gendarmes, des équipes cynophiles et maintenant, vous le voyez, des plongeurs. Un homme de 41 ans a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il s'agit du père d'une camarade de Liana. La colère de Sébastien Lecornu contre les violences qui ont éclaté en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Devant l'Assemblée nationale cet après-midi, le Premier ministre a dénoncé une inversion des valeurs qui consisterait à incriminer les forces de l'ordre. Sébastien Lecornu souhaite que le projet de loi Riposte soit discuté dans l'hémicycle la semaine du 6 juillet. Projet de loi pour renforcer l'arsenal législatif et accroître les sanctions contre les délinquants. Et puis, une image d'Emmanuel Macron qui s'est rendu à Clairefontaine ce midi pour encourager les Bleus avant la Coupe du Monde de foot qui débute dans 9 jours aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il a été accueilli par le sélectionneur Didier Deschamps, le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Et vous le voyez, avant le déjeuner, ils ont posé pour la traditionnelle photo, en compagnie également de Brigitte Macron et de la ministre des Sports, Marina Ferrari. Voilà pour vos titres. Avec moi cet après-midi, le général Jean-Jacques Borrell, général de l'armée de l'air. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et toujours Elisabeth Shepard-Salam avec nous, le colonel Pierre de Jong et Xavier de Giacomoni. On va commencer, colonel, avec vous. Avec ce F-15 américain, on s'en rappelle, qui a été abattu en Iran. Eh bien, l'enquête progresse. Selon NBC News, c'est un missile chinois qui aurait touché l'appareil. C'est l'enquête qui le dit sur NBC News. Un missile chinois tiré depuis un lance-missile portable. Racontez-nous, expliquez-nous. Alors c'est un Manpad, ça s'appelle comme ça, c'est un missile portable qui se porte à l'épaule. Toutes les armées au monde ont ce genre de missile. C'est un missile qui est pas très cher, extrêmement pratique, qui tire à courte portée, donc en gros 5000 mètres. Donc vous avez dans le ciel à 5000 mètres, vous avez des hélicoptères, vous avez des avions qui volent extrêmement bas. C'est ce qui est arrivé au F-15. Il cherchait quelque chose, il cherchait à avoir un objectif, que sais-je. Et voilà, il s'est fait tirer. Alors maintenant, il a un énorme avantage, au-delà du prix qui est relativement abordable, c'est qu'en fait c'est un engin qui s'appelle Fire and Forget. Si tu tires, oublie. Donc en fait, il est dirigé sur la cible par l'infrarouge, par la chaleur des moteurs. Et donc en fait, une fois que vous avez tiré, le missile naturellement rejoint le moteur et détruit l'avion. Donc c'est un emploi extrêmement facile, extrêmement simple, à courte portée. Donc on peut imaginer que les Chinois qui ont toutes les armées au monde sont dotés de ce genre de missiles. Donc on peut imaginer que les Chinois, ont livré quelques matériels à l'Iran, mais probablement avant la guerre, parce que les Iraniens sont dotés de ce matériel. Et ça, c'est compliqué. Parce que jusqu'à présent, on parlait du S-300, du S-400, qui était le missile anti-aérien lourd, avec les grosses batteries, etc. Ça, je pense, a été détruit pendant la phase initiale des combats avec les Américains. Mais cette partie-là était indétectable. C'est caché. En fait, c'est une grosse valise. Donc n'importe quel soldat peut en avoir. Et vous en mettez un peu partout. Et rappelons-nous, je termine là-dessus, rappelons-nous l'Afghanistan, lorsque les Américains ont livré des Stinger aux Afghans, les Afghans ont détruit une quantité impressionnante d'avions et d'hélicoptères russes. Alors NBC News va plus loin, c'est-à-dire que Pékin aurait aussi fourni à l'Iran un radar particulièrement efficace. Alors ce serait un radar qui détecterait, entre guillemets, les avions furtifs. Vous savez que c'est le grand sujet. Les avions américains sont furtifs, le F-35 est un avion furtif, le Rafale ne l'est pas, par exemple. Donc le F-35 est un avion furtif. Donc c'est vrai, c'est le secret. C'est que vous avez un avion qui vole, qui est armé et qui serait théoriquement invisible. Et donc évidemment, c'est la course éternelle entre la lance et le bouclier. J'imagine que c'est partout pareil.
pareil, toutes les armées au monde ont travaillé sur un modèle pour détecter les appareils furtifs. Donc là, peut-être que les Chinois auraient détecté un appareil furtif et l'auraient peut-être livré, aux Iraniens. Mais que je sache, il n'y a pas eu de F-35 détruits, donc il n'y a eu qu'un F-15, donc, et des F-15 et des A-10, donc c'est pas sûr. Donc encore une fois, je pense qu'il y a une petite enquête qui va se mener. Ceci étant dit, ils pourraient aussi les Chinois avoir livré ces matériels avant le début du conflit. Merci beaucoup, colonel général. Il y a quelques jours, Donald Trump disait « Le président chinois m'a promis de ne pas fournir d'armes à l'Iran ». Est-ce qu'on peut imaginer que Trump puisse se faire berner par Xi ? Il a même rajouté « Je lui fais confiance ». Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait. Mais ceci étant, ça fait partie du dialogue habituel entre grandes puissances. Vous n'êtes pas toujours obligé de dire la vérité à votre homologue. Alors, c'est pas vraiment un mensonge, c'est une déclaration. On n'aura jamais la preuve que les Chinois ont livré des armes à l'Iran. Ils en ont livré avant le début de la guerre, ça c'est certain. Est-ce qu'ils continuent à en livrer aujourd'hui ? Peut-être. Mais je pense que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'ils en ont. Mais c'est aussi quelque part, je dirais, de manière contre-intuitive, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait pour les Américains. Parce que les Iraniens sont réduits en fait à se défendre avec des missiles, comme l'a dit le colonel Père de Young, de très courte portée. Ce sont des missiles qui sont portables à l'épaule, des missiles infrarouges, tels que ça vient d'être expliqué, mais qui sont de courte portée. C'est-à-dire que c'est pas avec un missile comme ça qu'ils détruiront un F-35. Donc, ou un bombardier B-2. Avec ça, ils vont détruire effectivement des avions qui vont se risquer à être en basse altitude. Ils vont pouvoir détruire des drones. Mais c'est pas ça qui va changer le cours de la guerre. Ce qui aurait pu changer le cours de la guerre, c'est les missiles que vous avez cités, les S-300, d'origine russe, qui eux sont des missiles qui sont capables d'intercepter des avions en haute altitude et qui permettent de contester la supériorité aérienne des Américains. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, de manière contre-intuitive, le fait que ce soit un missile Manpad qui a abattu le F-15, alors je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, au regard de ce qui pourrait se passer plus tard. Ouais. Voilà. On va voir, Elisabeth, cette image aussi du ministre des Affaires étrangères iranien qui, lui aussi, est allé en Chine quelques jours avant Donald Trump. C'était le 6 mai. Trump demande de l'aide à la Chine pour mettre fin au conflit à l'Iran. On voit que les Iraniens vont aussi en Chine. Quel jeu jouent les Chinois ? Où est-ce qu'ils se situent ? Alors les Chinois jouent un jeu un peu dans la discrétion, c'est-à-dire ils vont pas assumer de livrer quoi que ce soit, mais on a vu aussi, alors c'est l'Institut d'études sur la guerre qui a parlé de livraison quand même de perchlorate de sodium pour donc tout ce qui est propulsion des liquides à des missiles iraniens, et aussi, vous vous souvenez de cette satellite commerciale, SWAT, livrée aux Iraniens, qui a permis de frapper les bases américaines et de cibler les bases américaines. Donc les Chinois, tout en disant qu'ils veulent de la stabilité, tout en niant un certain nombre de choses aux Américains, font quand même, vendent et aident l'Iran d'une certaine façon. Je pense que la ligne rouge, c'est les Chinois, c'est le nucléaire, sur lequel ils sont assez sensibles, tout comme beaucoup de monde, c'est-à-dire ils préfèrent ne pas avoir un Iran nucléaire. Mais au-delà de ça, ils sont plutôt en aide à l'Iran en ce moment. Colonel. Il faut savoir que pour les Chinois, c'est très très compliqué. Pourquoi ? Parce que Hormuz révèle en fait la maîtrise, si vous voulez, des détroits, enfin l'influence des détroits sur le commerce mondial, etc. C'est la doctrine de Mahon qui contrôle les mers, contrôle les flux commerciaux, qui contrôle les flux commerciaux, contrôle le monde. Donc en fait, c'est ça le sujet. Le problème des Chinois, c'est qu'en fait ils ont un détroit chez eux, qui est en fait le détroit de Malacca, qui est au sud de la mer de Chine. Et les Américains ont signé des accords de défense extrêmement importants avec l'Indonésie, exactement le 13 et 14 avril de cette année. Et en fait, on voit bien se dessiner l'idée selon laquelle, éventuellement, puisque Hormuz serait bloqué par les Iraniens, etc., pourquoi ne pas avoir l'idée, les Américains bloqueraient avec les Indonésiens, avec les Malaisiens et Singapour, pourraient bloquer, et ça empêcherait les Chinois de sortir. C'est pour ça que les Chinois ont intérêt à trouver une solution molle, dans laquelle, en fait, ils forceraient littéralement les Iraniens à ne pas jouer la séquence, je dirais, autonomie d'Hormuz. C'est extrêmement compliqué. En même temps, ils ont des alliances. Il y a la route de la soie qui arrive terrestre, qui arrive à Téhéran. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que, comme vous, je pense qu'ils vont pas être démonstratifs dans l'aide qu'ils vont apporter, comment dire, aux Iraniens.
Alors, Xavier. Oui, de toute façon, ce matériel, il a certainement été livré avant la guerre. Il s'agit du manpad QW-18, qui d'ailleurs est même fabriqué en Iran, en fait, sous le nom de MISAG-2. Donc, ce qui est assez étonnant, en revanche, pour suivre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que des F-15 soit entré dans l'enveloppe de tir de ce genre de matériel, puisqu'effectivement, on est sur une portée à peine de 5 km, 3 à 4 000 mètres d'altitude, comme si les Américains n'avaient pas conscience qu'au-delà des systèmes extrêmement sophistiqués comme les S-300 de défense antiaérienne, il pouvait avoir aussi ce genre de matériel que tout le monde connaît très très bien, qui a eu son heure de gloire sous la version américaine Stinger en Afghanistan, qui a fait beaucoup de dégâts aux troupes soviétiques à l'époque. Et il y a certainement d'autres matériels et peut-être d'autres surprises de la part des Américains, mais ça nous montre une nouvelle fois qu'il y a une certaine impréparation de la part des États-Unis dans cette guerre sur le thème de toute façon, nous sommes les plus puissants, on va s'en sortir en 3-4 jours, et j'imagine que ça vous rappelle quelqu'un, Vladimir Poutine. On a le même genre d'hubris, pensant qu'on va écraser l'adversaire très rapidement, et que de toute façon, c'est même pas la peine de prendre des précautions. Colonel, je voudrais qu'on parle d'une des menaces des Iraniens qui disent, on pourrait fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Est-ce que, de la même façon que le détroit d'Ormuz a des conséquences économique extrêmement importante. Est-ce que là aussi, il y a un enjeu important sur ce détroit ? Alors, c'est un peu le joker des Iraniens et qui est mis sur la table à intervalles réguliers. En gros, 15% du commerce mondial maritime passe par là. Donc, effectivement, c'est une influence, surtout que quand vous montez en mer Rouge, vous sortez par le canal de Suez, ensuite la Méditerranée, et là, vous êtes tranquillement, vous êtes en Europe. Donc, c'est vrai que c'est un chemin naturel pour aller en direction de l'Europe. Maintenant, le problème qu'ont les Occidentaux d'une façon générale, et les Américains, bien évidemment, c'est qu'ici au sud du Yémen, vous avez ce qu'on appelle les Houthis, qui ont déjà été extrêmement agissants en mer Rouge et sur le détroit de Bab el-Mandeb. Bon, vous pouvez le bloquer avec des missiles, ce que font d'ailleurs les Iraniens. Agissants, c'est-à-dire ils attaquent des navires. Mais ils l'ont déjà fait. Oui, bien donc sûr. il y a une mission européenne qui s'appelle Aspides, qui est déjà en cours, donc il y a des bateaux européens qui protègent les bateaux de commerce, mais ça a déjà baissé massivement. Enfin, le nombre de bateaux de commerce qui remontent a baissé massivement. Donc c'est vrai, c'est une carte maîtresse. Et le problème, si vous passez pas par là, vous passez évidemment par le cap de Bonne-Espérance, il faut passer par le sud de l'Afrique. Donc vous allez perdre plusieurs jours, voire une semaine. Donc tout ça, c'est des coûts, tout ça, c'est de la tension. Et c'est vrai que la carte Bab el-Mandeb n'a pas encore été jouée. C'est assez étonnant, mais on voit que de façon régulière, ça apparaît et que les Iraniens n'hésitent pas à menacer directement, les Américains, de bloquer ce détroit. On va aller justement au Qatar pour retrouver Jordan Olivier. Jordan, est-ce que les pays du Golfe sont prêts à supporter une éventuelle fermeture de ce détroit ? Ce qu'on peut vous dire, Céline, en tout cas, c'est que la fermeture de Bab el-Mandeb aurait des conséquences désastreuses pour les pays du Golfe. Je pense notamment à l'Arabie saoudite qui, depuis quelques semaines, ou en tout cas depuis le début du conflit, utilise cet itinéraire bis pour exporter son hydrocarbure via un pipeline qui traverse le pays d'est en ouest. Et puis des tankers sont chargés en mer Rouge pour justement utiliser ce passage maritime. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose pour l'Arabie saoudite, puisqu'avec cette technique, eh bien, l'exportation d'hydrocarbures saoudiens est au même niveau qu'avant le début du conflit. Oui, mais voilà, il y a des pays comme le Qatar où je me trouve actuellement qui n'ont pas la possibilité d'accéder directement au détroit de Bab el-Mandeb. Alors, il y a une autre carte qui est jouée, notamment ici au Qatar, c'est la carte de la diplomatie, avec notamment la semaine dernière une rencontre à Doha entre des diplomates qatari et une délégation iranienne. Il était bien évidemment question de ce détroit d'Ormuz. Et hier encore, eh bien, le ministre des Affaires étrangères qatari a rencontré, en tout cas par téléphone, son homologue iranien. Et le détroit d'Ormuz a été au centre des débats, avec une volonté farouche de trouver une solution du côté qatari. Le Qatar qui a d'ailleurs rappelé hier l'importance de l'ouverture du détroit d'Ormuz pour sauvegarder l'économie mondiale et aussi l'économie des pays du Golfe, déjà durement touchés depuis le début du conflit. Merci beaucoup Jordan Olivier en direct de Doha pour LCI. On va parler maintenant des négociations entre les Américains et les Iraniens. Où en est-on ? Donald Trump affirme sur son réseau social que les discussions continuent à un rythme rapide, effréné, alors qu'hier un média iranien disait elles sont suspendues. On en est où, Elisabeth ? Est-ce que le fil du dialogue est encore là ?
On pense qu'il continue de parler, clairement pas en direct, on le sait de toute façon depuis le début. Après les différentes gesticulations verbales des deux côtés, on commence à avoir l'habitude quand même, un se fâche, l'autre se dit que tout est imminent et l'autre dit mais pas du tout. C'est un peu c'est comme s'il y a une mise en scène dans ces négociations. Maintenant, vu les deux position, on a quand même un peu de mal à voir comment il peut se rapprocher réellement. Ouais. Général, hier, Donald Trump annonçait un arrêt des combats entre Israël et le Hezbollah. Et puis finalement, les affrontements ils se poursuivent. Quelle est la crédibilité de la parole du président américain ? Oui, c'est une excellente question. Donald Trump parle beaucoup, souvent à tort et à travers, souvent pour dire le contraire de ce qu'il a dit un petit peu avant. Quelle est sa crédibilité ? C'est difficile à dire. Je pense qu'il a un souci, Donald Trump, c'est qu'effectivement les Iraniens ont finement joué en mettant maintenant au centre du jeu des négociations l'arrêt des combats au sud Liban, après avoir mis le détroit d'Ormuz, ce qui permet d'ailleurs d'évacuer le problème de l'uranium enrichi. On en parle, mais un peu moins. Ouais. Et ce qui fait que, step by step, ils font reculer les négociations, tout en les maintenant actives, en sachant pertinemment que les Israéliens n'arrêteront pas au sud Liban. Le Premier ministre israélien, il a un objectif très clair, il a annoncé, il n'en a pas changé depuis le début, c'est l'affaiblissement, voire l'anéantissement du Hezbollah. Même si, en son fort intérieur, je pense qu'il sait que l'anéantissement du Hezbollah, c'est inatteignable, mais en revanche, l'affaiblissement au même niveau, entre guillemets, de l'affaiblissement du Hamas, c'est sans doute atteignable. Mais pour ça veut dire que les opérations doivent continuer. Alors maintenant, quand le président Trump dit « j'ai eu un échange avec Netanyahou, je lui ai dit qu'il était fou et je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête », c'est sans doute vrai. Mais c'est pas pour autant que les choses vont changer sur le terrain. Ouais. Dans la mesure où les opérations israéliennes vont continuer. S'ils veulent affaiblir le Hezbollah, ils sont obligés d'aller au-delà du Litani, ils sont obligés d'aller dans la Beka, parce que c'est là que se trouvent les lignes logistiques qui permettent d'alimenter le Hezbollah. Donc, ces opérations vont continuer. Maintenant, à quel rythme ? Sans doute, peut-être, un coup de boutoir en ce moment, puisque je pense que Netanyahou a aussi besoin de parler à sa population. Il ne faut pas oublier que la population du nord d'Israël, elle reçoit quand même des drones régulièrement et des missiles régulièrement. Quand votre population est menacée, même si le président Trump vous dit qu'il faut arrêter, je ne vois pas comment Netanyahou peut arrêter. La pression interne est trop forte. Il y a des élections en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr qu'il les gagne, mais en tout cas, s'il ne fait rien, c'est sûr qu'il les perd. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il est un petit peu lui aussi dans la nasse. Il ne peut pas faire autrement. N'oublions pas aussi que ce cessez-le-feu dont tout le monde parle, il a été négocié entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien. Le Hezbollah n'a jamais dit qu'il s'associait à ce cessez-le-feu. Et d'ailleurs, le jour même où le cessez-le-feu a été décrété, le Hezbollah a attaqué Israël. Donc, une fois plus, le gros problème, c'est que l'État libanais n'existe pas. Et que donc aujourd'hui, le règlement de ce problème ne peut passer que par un État libanais qui soit en mesure de désarmer le Hezbollah. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Je pense que ça ne sera pas tout de suite. Allez, on va maintenant partir en Ukraine, le pays qui a essuyé de très violentes attaques russes la nuit dernière. Plus de 650 missiles, plus de 70 drones, dit l'armée ukrainienne, et au moins 21 morts. Tirs de missiles balistiques sur Kiev. 6 morts et 66 blessés dans la capitale ukrainienne. Dnipro, ville industrielle de l'est du pays, a aussi été touchée. Il y a 15 morts à Dnipro, dont des enfants. Les opérations de recherche dans les décombres se poursuivent. Et toujours dans l'est du pays, à Kharkiv, 14 personnes ont été blessées. L'Ukraine, d'ailleurs, les autorités ont ordonné l'évacuation de milliers de civils dans cette région de Kharkiv. Et puis dans le sud, à Odessa, une maternité et un hôpital ont été touchés sans faire de victimes. On va retrouver Gwendoline Debono dans la capitale ukrainienne où les habitants sont évidemment marqués par ces violentes attaques. Gwendoline, vous avez vécu vous aussi cette nuit d'enfer.
Oui, tout à fait. Alors évidemment, à une nuit comme celle-là à Kiev, les fenêtres tremblent, vous entendez des explosions vraiment toute la nuit de manière ininterrompue. Par rapport à d'autres attaques, c'était des explosions très très fortes. Alors il y a aussi ce bruit des drones Shahed qui volent au-dessus de la capitale, des mitrailleuses lourdes qui essayent de les intercepter. Mais la particularité de cette nuit, c'est vraiment le nombre de missiles qui a été employé par les forces russes pour tirer sur la capitale ukrainienne. Je vous laisse voir, nous sommes dans un quartier d'habitation qui a été touché par une frappe de missile et vous voyez les dégâts que ça fait. Alors pour prendre un peu la mesure de l'ampleur, sur des centaines de mètres, voilà, vous avez des voitures qui sont détruites, des fenêtres d'immeubles qui sont brisées. Au niveau du point d'impact que Vincent Wartner est en train de vous montrer, tout a été détruit et là nous sommes vraiment dans un quartier d'habitation. C'est la première fois qu'il est frappé et on a discuté un petit peu avec les habitants qui s'inquiètent parce que il y a cette conscience ici en Ukraine que des attaques massives qui utilisent beaucoup de missiles et notamment de missiles balistiques vont se reproduire plus fréquemment parce que la Russie l'a dit, et le problème c'est que l'Ukraine a un manque d'intercepteurs, a un manque de missiles pour contrer ces missiles balistiques. C'est notamment les Patriotes qui sont capables de faire ça et le stock s'amoindrit. Il y a des pénuries, c'est ce qu'a dit un des porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, et donc la capitale ukrainienne comme d'autres villes ukrainiennes s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de missiles qui réussissent à toucher leurs cibles en Ukraine. Et des craintes notamment dans la région de Kharkiv, Gwendoline, parce que l'Ukraine a ordonné l'évacuation de milliers de civils dans cette région. Oui, Kharkiv, c'est une ville qui a été particulièrement touchée, mais si vous voulez, là, le pouvoir ukrainien, il sait qu'il va devoir faire des choix. On a vu aussi cette nuit, il y a des missiles anti-navires qui ont été tirés sur les villes ukrainiennes, ça c'est nouveau. Et ce qu'on note dans les statistiques qu'on a reçues, c'est que ces missiles anti-navires, aucun d'entre eux n'a pu être intercepté par les forces ukrainiennes. Donc le pouvoir ukrainien s'attend lui aussi à ce qu'il y ait de plus en plus de tirs de missiles balistiques, croisières, anti-navires, et que ce soit de plus en plus compliqué de protéger les habitants, même si ce qu'on ne voyait pas tant que ça il y a quelques mois, aujourd'hui les gens vont aux abris. Il y avait plus de 40 000 personnes dans le métro de Kiev par exemple pour se protéger, donc il y a vraiment une conscience que la situation pour les villes est en train de s'aggraver. Merci beaucoup Gwendoline de Bono en direct de Kiev, merci également à Vincent Wartner qui vous accompagne. Général, Poutine intensifie ses frappes en Ukraine, elles sont intenses, elles sont violentes. Est-ce que c'est un symbole de puissance ou d'impuissance ? Je pense surtout que c'est la preuve que rien ne se passe de bon sur le front pour les Russes. Le front, il est stabilisé depuis au moins 2 mois. Alors, quand on fait les comptes, effectivement, les Ukrainiens ont repris quelques kilomètres carrés, mais c'est pas ça qui va changer la phase de la guerre. En revanche, ce qui est très clair, c'est que les Russes sont bloqués. Il n'y a plus d'avancée russe. Et aujourd'hui, mis à part les missiles balistiques et les drones, je pense qu'il reste plus grand-chose dans l'escarcelle de Poutine pour faire avancer cette guerre. Donc, est-ce que c'est une démonstration de puissance ou d'impuissance ? Sans doute un petit peu des deux. Je crois surtout qu'il lui reste l'arme de la terreur, comme l'a dit un diplomate ukrainien, je crois. Mais il est clair que, à part essayer de faire craquer la population, il ne lui reste pas grand-chose. Ces frappes sur Kiev ou sur Kharkiv, elles n'ont aucun intérêt militaire. Soyons très clairs. Il n'y a pas d'objectif militaire. Ce sont des objectifs civils. Donc l'objectif serait de terroriser la population pour qu'elle se retourne contre ce qui son n'a président. Jamais marché. Soyons très clairs, ça n'a jamais marché dans l'histoire. Donc c'est plutôt en train de renforcer le sentiment nationaliste ukrainien. Je rappelle quand même qu'il y a quelques jours, quelques semaines, les Russes ont demandé aux diplomates occidentaux d'évacuer les ambassades à Kiev, en disant nous allons frapper les lieux de pouvoir et vous êtes en danger. Bon, on s'aperçoit quand même que c'est pas tout à fait le cas. Donc oui, il y a des frappes. Oui, effectivement, je pense que ça va continuer parce que c'est à peu près la seule chose que les Russes peuvent faire en ce moment. Et aujourd'hui, ce qui leur manque, en fait, ce sont des avancées sur le front. Ce front, il est bloqué. Et on fera tout à l'heure un point très précis avec Xavier sur la situation sur le front. Pour poser cette question, colonel, est-ce que les attaques russes, là, masquent l'impuissance de Poutine ?
Alors, je rejoins le général sur sa conclusion. En fait, c'est entre les deux. Il n'a pas d'autre choix. C'est vrai qu'aujourd'hui, il va tirer parce que sur le front, il est bloqué. Donc, c'est une solution pour lui, encore une fois, de réagir. D'autant qu'il est plutôt assez à l'aise. Vous vous rendez compte, le nombre de missiles et de drones qui ont été tirés, c'est colossal. Et sur des endroits qui n'avaient jamais été atteints, qui n'avaient jamais été atteints. Plus de 600 drones, plus de 70 missiles. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a une concentration du ciblage et vous tirez. Deux choses que je voulais dire. La première chose, vous savez, c'est le concepteur de cette guerre aérienne s'appelle Douhet. C'est un Italien, Giulio Douhet, 1930. Et on sait que ça n'a jamais fonctionné. Donc je peux conseiller à Poutine, encore une fois, de lire Douhet, parce que le problème, c'est que ça ne marchera pas. Et les Ukrainiens ont démontré qu'ils avaient l'allant et, encore une fois, le courage de résister à ça. Et au contraire, ça va les motiver. Le deuxième point qui est très important, qui est géopolitique ou géostratégique, c'est qu'en fait, Poutine est dans la même situation que Trump. Vous avez deux superpuissances qui ont engagé une guerre contre des voisins plus petits, plus faibles par la force des choses. Et en fait, ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Ils ont le sparadrap accroché à la chaussure. Ils s'en dépêtrent pas. Donc la seule possibilité de Poutine, qui est quand même plus violent que Trump, c'est de bombarder massivement. Mais demain, vous verrez que Trump sera obligé de le faire. Il va pas reculer. Il n'a pas de solution. Il l'a promis d'ailleurs. Oui, absolument. Il a déjà dit qu'il allait rayer l'Iran de la carte. En fait. Alors, oui, il l'a dit. Mais est-ce qu'il va le faire? Mais il va être obligé de réagir fortement. Sinon, c'est les grandes puissances, c'est les superpuissances. Donc, dans le jeu mondial des superpuissances qui se jouent à trois concrètement, les Russes, les Chinois et les Américains, vous ne pouvez pas avoir une telle perte de face, c'est pas possible. Donc, Poutine, il met le paquet parce qu'il a un problème sur le front, et Trump va mettre le paquet à court ou moyen terme. Alors, il est moins courageux, il est moins guerrier parce que c'est pas son job, c'est pas son métier, il faisait de l'immobilier avant. Donc là, il se retrouve dans une guerre totale, donc c'est un peu compliqué pour lui. Mais vous verrez qu'il sera obligé de... Sinon, c'est une catastrophe. Elisabeth. Je suis pas convaincue. Alors Poutine, jusqu'au boutiste, guerrier, vous l'appelez comme vous voulez, il le fera. Je suis moins convaincue que Donald Trump, et je pense que les Iraniens surtout le savent. Et c'est ça aussi la faiblesse de Trump, c'est de montrer ses cartes. Il parle beaucoup des cartes des Ukrainiens, mais Donald Trump était un promoteur immobilier qui a quand même échappé à la guerre au Vietnam. C'est pas quelqu'un de guerrier ni de jusqu'au boutiste. On l'a vu avec les négociations. C'est l'Amérique, c'est pas la Russie. C'est l'Amérique, c'est pas la Russie. Mais aussi, je pense que c'est en lui, c'est-à-dire, il pense avoir quelque chose de rapide quand c'est pas rapide. Et on le voit aussi en politique intérieure, le Kennedy Center ou autre. Quand c'est pas rapide, en fait, ça l'intéresse pas, il passe à autre chose. Général. Et c'est très différent. Oui, deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth. Moi, je pense que Trump est très mal à l'aise face à la guerre. En fait, c'est un acteur. Il est très volubile, il dit beaucoup de choses, il menace, mais quand il s'agit de conduire réellement une opération, je pense qu'il est très mal à l'aise avec la conduite de cette guerre. La meilleure preuve, c'est qu'il s'est arrêté au plus mauvais moment. Il s'est arrêté au moment où il était en train de gagner. Et depuis qu'il s'est arrêté, il n'arrive plus à trouver l'occasion de reprendre. Mais il a bien des conseillers militaires, ça veut dire quoi? Il les écoute pas, il en fait qu'à sa tête. Les conseillers militaires sont là pour conseiller. Oui. Et c'est le politique qui décide. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut reprocher plein de choses à Trump, mais je pense qu'il décide. Pas forcément la meilleure solution, mais il décide. Mais je pense qu'il est très mal à l'aise dans la conduite de cette guerre. Et ça se ressent. Ouais. Juste sur les conseillers militaires, on se rappelle que même par exemple avec le Venezuela, l'amiral Halsey, qui avait conseillé le président, qui a fini par démissionner, prendre sa retraite anticipée. Un des problèmes avec cette administration, c'est les purges volontaires, pas volontaires, un certain nombre de généraux et d'officiers, parce qu'ils essaient de conseiller le président soit les écoute pas, soit pire, et ils disparaissent de la circulation. Comment dire, on sait que Trump était traumatisé par l'histoire du F-15 qui s'est écrasé. Oui. Il a fallu récupérer les deux pilotes, un pilote particulièrement, ça ils a mis 3 jours, ça a été extrêmement compliqué, et on sait qu'il a pas dormi pendant 3 jours, c'était son traumatisme, c'était la guerre du Vietnam, les prisonniers exhibés, etc. Ça c'était pas possible, et il a eu un tel choc, moi c'est ce qu'on me raconte, il a eu un tel choc, c'est qu'aujourd'hui il envisage même plus de mener des opérations. Ceci étant dit, avec les gens faibles, enfin les gens qui ont des problématiques comme ça aléatoire, il peut appuyer sur un malentendu, il peut appuyer sur le bouton. Ouais. Voilà. Alors, on va revenir à la situation sur le front avec vous, Xavier. On va regarder les cartes, situation sur le front de cette guerre en Ukraine. Quelle est la situation ? C'est la fête des alliés. Alors, la situation, elle est que jour après jour, les forces de Vladimir Poutine
s'enfonce dans le rouge en fait. Alors c'est vrai économiquement, c'est vrai militairement. Regardez, ça c'est le terrain perdu en mai, 282 km². Alors évidemment, à l'échelle de l'Ukraine, c'est pas grand-chose, mais c'est une tendance. Les Russes ne sont plus à l'offensive. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais cette tendance-là, elle est quand même extrêmement lourde. Dans le même temps, les Ukrainiens bombardent dans la profondeur. Ils frappent le complexe militaro-industriel, mais aussi la principale source de ressources de Vladimir Poutine, le pétrole. On a tous vu ces raffineries, ces puits de pétrole en feu. Ça pèse très très lourdement sur l'économie de la Russie. Donc on a à la fois un Poutine en difficulté sur le front, sur le terrain, mais aussi du point de vue économique, les voyants sont au rouge. Les voyants sont aussi au rouge, évidemment. La hausse du prix du pétrole, la levée de certaines sanctions par Donald Trump, on en parlait tout à l'heure, ont pu donner un grand espoir aux économistes du Kremlin. Mais la situation économique du pays est tellement détériorée qu'il faudrait, Céline, au moins 1 an d'un baril à $100 pour envisager une éclaircie. À titre d'info, le baril de Brent aujourd'hui s'échange aux alentours de $86. Clairement, cela ne suffit pas. Alors c'est à tel point que de nombreux hauts responsables du ministère russe des Finances, de la Banque centrale, ont indiqué à Vladimir Poutine que le niveau actuel des dépenses militaires prévues était totalement insoutenable et risquait d'aggraver dangereusement le déficit budgétaire. Alors ce déficit budgétaire, on va le voir, on va en parler, il illustre cette économie russe dans le rouge, évidemment. Le 9 avril, il atteignait 53,3 milliards de dollars. Le Kremlin avait prévu pour l'ensemble de l'année 2026 52 milliards de dollars de déficit. Vous voyez qu'on les a déjà atteints. Il y a clairement le feu à la maison Poutine. Il estime qu'il va gagner la guerre rapidement et que donc l'économie russe tiendra le choc jusque-là. Mais le maître du Kremlin, de toute façon, n'a pas le choix. Il a tellement militarisé son économie qu'il lui faut poursuivre la guerre, quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup Xavier. Un Vladimir Poutine fragilisé et pourtant, écoutez bien ces mots. Quant à ma déclaration selon laquelle je pense que le conflit touche à sa fin, je ne l'ai pas faite sans raison, mais sur la base d'une analyse de la situation sur le champ de bataille. Là-bas, nos forces avancent dans toutes les directions chaque jour. Vous pouvez le constater par vous-même. Je pense que le conflit touche à sa fin, dit Poutine. Il est dans quoi, le déni ? Il est dans un discours vis-à-vis de sa population. Ouais. Une fois plus, il faut toujours mettre en perspective les discours de ces chefs d'État qui ne s'adressent pas à nous, ils s'adressent à leur électorat. Soyons très clairs. D'ailleurs, c'est vrai pour les Iraniens, c'est vrai pour les Israéliens, c'est vrai pour les Américains et c'est vrai pour les Russes. Aujourd'hui, ces discours-là, il faut les prendre avec la perspective de ce qui se passe réellement. Poutine est en difficulté sur le front, mais il est également en difficulté à l'intérieur, comme vous venez de l'expliquer. Donc, il a besoin de dire à sa population, mais n'ayez pas peur, je suis désolé de faire... Tout va très bien, Madame la Marquise. Mais nous allons gagner. Ceci étant, c'est ce que dit Trump également, et c'est ce que disent aussi les gardiens de la Révolution. Elisabeth ? Très clairement, il parle en interne. Et on a vu les difficultés ces derniers mois. Moi, je pense au 9 mai, qui était quand même très surprenant entre la bulle Internet coupée. Moi, je me souviens que Jérôme nous parlait de ça avec... pas du tout d'armement au défilé, alors que c'est un peu l'objectif aussi de se montrer fort. Les messages à son peuple, il est obligé peut-être de se rattraper, justement. Alors, je ne dirais pas électorat, parce que, bon, électorat signifie démocratie en général, mais clairement, les messages que ces différents dirigeants ont souvent, qui peut-être nous surprennent. Oui, mais c'est pire, parce que les gens qui décident que Poutine doit rester au pouvoir, ils peuvent aussi l'assassiner, et ça, c'est son plus grand risque. Et ça, c'est son risque aujourd'hui. On a bien vu toutes les mesures de sécurité totalement dingues qu'il prend. Racontez-nous justement, Xavier. Qu'il prenait au début de la guerre, mais qu'il prend même au quotidien, maintenant. Il est escorté par des systèmes anti-drones, par des automitrailleuses. Enfin, ça devient totalement délirant. Il sort de moins en moins. Il change de résidence. Il se cache. Mais les difficultés, elles sont partout. Parce que ce qui est très très grave, notamment pour les Russes aujourd'hui, c'est que la ligne d'acheminement logistique qui va de Rostov-sur-le-Don, le long de la mer d'Azov, en passant par Mariupol et jusqu'à la Crimée, elle est totalement sous le feu des drones ukrainiens. Et ça, c'est un drame. Parce que, notamment, on peut voir déjà les conséquences en Crimée d'un point de vue civil. L'essence est rationnée en Crimée. Il ne reste donc plus qu'un
qu'une artère pour ravitailler à la fois la Crimée et le front sud, c'est le pont de Kerch entre la Russie et la Crimée. Le pont de Kerch que les Ukrainiens cherchent à frapper depuis le début de la guerre, qu'ils ont déjà frappé avec succès et qui vont continuer un jour ou l'autre à essayer de faire tomber, parce que là ce serait vraiment quelque chose qui peut changer le cours de la guerre, parce que si vous ne pouvez plus ravitailler la Crimée, où il y a beaucoup de civils, il y a beaucoup de Russes qui ont immigré en Crimée, parce qu'évidemment le climat est très favorable, les appartements volés aux Ukrainiens ne valaient pas grand-chose, et ces gens-là, dès qu'ils vont voir que ça commence, que la guerre revient dans ce territoire-là, ils vont s'affoler, ils vont paniquer, ça va être une catastrophe pour l'armée russe. Colonel. Et c'est pour ça qu'on comprend mieux pourquoi aujourd'hui Poutine cherche à tirer massivement sur les villes. En fait, il veut accélérer un processus et forcer Zelensky à négocier avec lui quelque chose. En disant, voilà, le compte est bon, on trouve une solution, je garde un bout de Donbass, un bout de ci, un bout de ça, etc. On verra bien. Mais c'est vrai que c'est peut-être ça. Oui, ça, c'est sa solution. Une espèce de solution un petit peu extrême, parce que le problème, c'est qu'il est quand même bien, le sparadrap est bien la chaussure. Parce que ça fait comme 4 ans et demi que ça s'est lancé. Les Ukrainiens sont dans une mer de noir, entre guillemets. Vous vous rendez compte, il reste 22 millions d'habitants en Ukraine. Ils étaient 45. Un exode de plus de 10 millions de personnes. Incroyable, c'est incroyable. Donc le pays est dans une situation exsangue. Et ils arrivent à tenir. Pourquoi ? Parce que la Russie, c'est énorme, parce que c'est mal organisé, parce qu'il y a une corruption effrayante. Vous le direz, des deux côtés, il y en a. Tout ça fait que ça fonctionne pas, c'est pas fonctionnel. Et j'imagine que Poutine, qui a 73 ans à l'heure où on parle, je pense qu'il préférait peut-être éventuellement s'occuper de ses petits-enfants, ou de ses enfants, éventuellement, accessoirement, s'il en a, quoi. Alors, je voulais qu'on parle de ce drone aussi, qui a percuté un immeuble résidentiel en Roumanie il y a quelques jours. On a appris hier que c'était un drone de conception russe. Général, est-ce que cette menace russe se rapproche de nous ? Alors, je ne pense pas qu'il faille prendre cet incident comme une menace russe dédiée. Je pense que c'est une erreur simplement de vol. Je pense pas que Parce ce drone... Il faut préciser que c'était près de la frontière avec l'Ukraine. C'était sur la frontière. Voilà, sur la frontière. C'est à moins de 30 km de la cible, en fait. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop exagérer la menace. La menace russe, elle existe. De toute manière, elle n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on la prenne au sérieux. On n'a pas besoin de ça pour la prendre au sérieux. Il faut la prendre au sérieux. Mais là, je pense clairement c'est un incident, comme malheureusement dans toutes les opérations, il en existe. Je ne pense pas qu'il faille lui donner une signification particulière. Mais dans cette affaire qui s'est passée dans la ville de Galatie, donc côté roumain du Danube, il y avait 43 drones. Ils visaient vraisemblablement le port de Reni, qui est un port d'exportation des céréales ukrainiennes. Vous savez que c'est extrêmement important pour les Ukrainiens de continuer à exporter pour avoir des devises, pour tenter de faire vivre le pays. Il y en a donc 42 qui sont écrasés en Ukraine. Mais depuis la Roumanie, on aurait pu abattre les 43 drones, en fait. Et c'est là où on a une réflexion à mener tout le long de la frontière entre l'Europe et l'Ukraine, Pologne, Roumanie. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider les Ukrainiens ? Ben voilà, là, on peut faire quelque chose de plus. On peut abattre en territoire ukrainien des drones russes, donc Geran 2 issus des Shahed iraniens. La boucle est bouclée, et on peut rendre un grand service aux Ukrainiens, mais aussi à nos propres populations. Il y a quand même 2 Roumains qui ont été, on voit l'image, là, qui ont été blessés au 10e étage d'un immeuble à Galatie. On va bientôt aller rejoindre Sonia Dridi qui est à Washington, et on va parler notamment de cette information du Financial Times qui nous dit que les États-Unis examinent la possibilité d'étendre le déploiement d'armes nucléaires en France. Aujourd'hui, Xavier, il y a... En Europe. En France, on a tout. Aujourd'hui, d'après le Financial Times, il y aurait donc 6 pays européens membres de l'OTAN qui accueillent des bombardiers à capacité nucléaire. L'idée, c'est qu'il y ait plus de pays qui disposent de ces avions. Xavier, c'est ça qui est examiné ? C'est une volonté américaine qui va un peu à rebours de ce que veut faire le président Trump. Ça, on en parlera avec Sonia, effectivement, sur le rebours. Cette idée qu'il voulait sortir de l'OTAN, mais je suis pas tout à fait compétent pour en parler, mais 6 pays qui accueillent déjà des avions qui portent la bombe américaine à l'échelle de l'Europe, je sais pas ce que vous en pensez. Ça paraît largement suffisant. Il faut bien comprendre que c'est pas la volonté américaine de déployer des bombardiers. C'est les pays qui veulent. Il faut que ce soit
ce sont les pays européens qui demandent aux États-Unis de déployer des bombardiers supplémentaires. Ouais. C'est un petit peu différent comme approche. La Pologne, par exemple. La Pologne, en particulier, est très demandeuse. Mais les États baltes aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait d'avoir sur son territoire des armes nucléaires américaines, c'est une police d'assurance supplémentaire, tout simplement. Donc, je crois qu'il faut quand même relativiser cette affaire. Aujourd'hui, rien n'est décidé. C'est à l'étude. C'est quelque chose qui pourrait éventuellement être proposé si les États demandeurs acceptaient de recevoir ces bombardiers. Donc, il faut quand même relativiser les choses. C'est un peu plus compliqué. Et c'est assez amusant de voir que cette initiative arrive au moment où le président Macron propose à ses alliés européens une dissuasion avancée et que certains pays européens ont marqué leur intérêt, en particulier la Norvège, tout récemment. Allez, Sonia nous attend à Washington. Merci Sonia d'être avec nous. Donc l'idée là, c'est quoi ? À l'heure où l'on parle du désengagement américain, c'est de rassurer, montrer qu'on est capable aussi de soutenir les Européens ? Alors pour l'instant, il n'y a aucune réaction ou déclaration à ce propos ici à la Maison-Blanche ou au Pentagone. Mais en effet, selon le Financial Times, les États-Unis examinent la possibilité de déployer des armes nucléaires dans d'autres États européens membres de l'OTAN. On parle notamment de la Pologne, que Donald Trump considère plutôt comme un bon allié. D'ailleurs, récemment, il a annoncé le déploiement de 5000 troupes supplémentaires en Pologne, même si on n'a pas encore exactement de détails sur la date et le lieu de déploiement. Les États baltes aussi qui sont demandeurs et donc qui seraient concernés parce qu'ils sont proches de la Russie. Les États-Unis qui, même s'ils se déploient et concentrent leur attention de plus en plus sur d'autres théâtres d'opération, particulièrement l'Asie, eh bien veulent continuer d'avoir un système de dissuasion fort en Europe. Mais encore une fois, pour l'instant, pas beaucoup plus d'éléments à ce sujet. Et Donald Trump, dans une interview à un journaliste d'ABC hier, a répété que les Européens, que l'OTAN en particulier, eh bien, n'avaient pas assez aidé dans cette guerre avec l'Iran. Merci beaucoup Sonia Dridi depuis Washington pour LCI. Merci à tous de m'avoir accompagné pour ce grand dossier. Le grand dossier que vous retrouvez également en podcast, bien sûr, pour réécouter tous les jours sur vos plateformes d'écoute préférées, Deezer, Spotify, Apple Podcast, et vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran.